Le ministre de l'Éducation nationale vient de prendre une décision qui a divisé la France en deux camps très nets. À partir de maintenant, les fautes d'orthographe au bac seront strictement sanctionnées. Il y a un G en plus que j'ai oublié de mettre. Je suis pas vraiment sûr que c'est compté dans la note. Mais ça le sera au baccalauréat et au brevet. C'est ce qu'a confirmé le ministre de l'Éducation nationale ce matin. Toute copie qui n'a pas un niveau suffisant en termes d'orthographe, de syntaxe et de grammaire ne peut pas avoir la moyenne de baccalauréat. Et comme d'habitude, avec ce genre d'annonce, tout le monde a une opinion. Ceux qui sont pour d'abord, et il faut dire que leur argument tient debout, avec l'arrivée des intelligences artificielles, les jeunes écrivent de moins en moins par eux-mêmes, ils délèguent, ils copient, ils laissent ChatGPT formuler à leur place. Résultat, leur niveau d'orthographe chute, et l'école doit réagir. Donc la mesure est logique, elle est même légitime. Mais voilà la question qu'on va essayer de se poser dans cette vidéo. Est-ce qu'une mesure peut être à la fois logique et donner l'illusion d'agir sans vraiment changer quoi que ce soit? Gustave Le Bon, au XIXe siècle, avait observé quelque chose d'assez dérangeant sur la façon dont les foules réagissent aux idées. Psychologiquement parlant, une foule ne retient que les idées les plus simples. Pas parce qu'une foule est forcément stupide, elle peut se montrer très intelligente, mais parce qu'une idée complexe demande du temps et que le temps coûte de l'attention. Alors, l'idée simple ici, à laquelle répond la mesure du ministre, c'est la suivante. Les jeunes font plus de fautes, donc il faut durcir les critères. Action, réaction, c'est une phrase qui rentre dans un tweet, qui peut se trouver dans un titre de journal ou dans une prise de parole ministérielle de 30 secondes. Mais est-ce que c'est la bonne réaction? Ou est-ce juste la réponse qui donne bonne conscience au système qui l'a produit? On y reviendra. Regardons maintenant l'autre camp, ceux qui sont contre. Eux, ils ont une thèse plus radicale. Elle circule depuis longtemps, elle est séduisante et elle ressemble à ça. À l'heure où on remet bien sûr en question cette orthographe française bien trop lourde, et je vous rappelle que l'orthographe n'est pas la langue française, c'est un code écrit plus ou moins arbitraire et plus ou moins décidé pour compliquer l'accès au code écrit des classes populaires et des femmes à l'époque où les femmes n'avaient pas d'école. Non seulement zéro idée, mais en plus la mesure la plus rétrograde. Derrière ça, il y a évidemment l'idée de sanctionner les élèves des milieux populaires, de faire en sorte que leur CV puisse apparaître à travers leurs fautes d'orthographe. L'orthographe française est volontairement complexe. Elle a été pensée pour que l'écriture et la lecture restent inaccessibles au bas peuple. C'est un outil de domination de classe. C'est une belle thèse. Et comme toutes les belles thèses complotistes, elle contient une part de vérité, ce qui la rend d'autant plus difficile à démêler. Alors, je vous propose de le faire proprement. Alors, est-ce que l'orthographe française est inutilement complexe? Objectivement, la réponse est oui. Est-ce qu'elle a été volontairement conçue pour exclure le peuple? Là, c'est plus compliqué. La complexité du français écrit vient d'abord d'un accident structurel. On a adopté l'alphabet latin pour transcrire une langue qui avait plus de sons que cet alphabet-là ne pouvait en représenter. Ça semble rien comme ça, mais en fait c'est le point de départ. Il n'y a rien de politique pour le moment. Il y a juste une contrainte technique, linguistique héritée. Et ce qui devient politique, c'est la décision du XVIIe siècle. À ce moment-là, il y a une bataille intellectuelle entre deux camps, les phonétistes, ceux qui veulent qu'on écrive en gros comme on parle, comme en espagnol par exemple, et de l'autre côté les étymologistes, ceux qui veulent ancrer l'orthographe dans les racines latines et grecques des mots, pour faire du français une langue de prestige savant. Je vous la fais courte, au bout de la bataille, c'est les étymologistes qui gagnent. Et à partir de là, l'orthographe française ne ressemble plus à l'espagnol ou à l'italien, et elle commence à ressembler à quelque chose de plus difficile, quelque chose qui demande des années de maîtrise. Alors, est-ce que c'était une volonté d'exclure? Pas exactement. C'était plutôt une volonté de distinction, de prestige, de marquer une distance culturelle avec les autres langues romanes. Mais l'effet, lui, a bien fonctionné comme un filtre de classe. Et le plus ironique dans cette histoire, c'est quand l'école, telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc l'école du peuple, qui arrive au XIXe siècle, quand on veut enfin alphabétiser les masses, eh bien ce sont les instituteurs eux-mêmes qui résistent le plus aux tentatives de simplification. Parce que maîtriser l'orthographe était devenu leur capital symbolique, leur façon d'accéder au prestige social. Donc vous voyez pourquoi c'est pas vraiment un complot cette histoire, et c'est plutôt l'orthographe complexifiée de la langue française qui sert des intérêts de filtre des classes sans même qu'on ait besoin de l'avoir conçu pour ça. La nuance est importante, ce n'est pas moins grave, c'est même plus difficile à combattre parce qu'il n'y a personne à blâmer. C'est le système qu'il faut essayer de comprendre.
Maintenant qu'on connaît un peu mieux l'histoire de l'orthographe de la langue française et qu'on revient à la mesure du ministre, on peut commencer à percevoir comment est-ce que cette même mesure se révèle être absurde. Parce que derrière, quand ils vont dans le supérieur, il y a des exigences qui sont évidemment fortes sur la langue. Quand ils s'insèrent professionnellement, qu'ils font une lettre de motivation, un CV, etc., il y a une exigence minimale sur la maîtrise de la langue. Cette mesure s'appliquera dans toutes les matières, ce qui inquiète les élèves. Alors admettons que l'orthographe française soit complexe. Admettons que cette complexité soit là pour des raisons historiques qu'on ne va pas défaire du jour au lendemain. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait pédagogiquement avec cette complexité aujourd'hui? Et la réponse de l'école depuis des décennies, c'est la dictée. On écrit des mots, on mémorise des règles, on fait des fautes, on est corrigé et on recommence. J'ai travaillé pendant 10 ans comme tuteur, j'ai vu passer des centaines d'élèves, et une des tendances que j'ai observées, c'est que 95% des familles qui me contactent me parlent d'un problème commun. Les élèves peuvent comprendre le cours, ont le bon raisonnement, trouvent même les réponses quand ils révisent, mais par contre, quand ils sont devant la feuille d'examen, ils n'y arrivent plus. Une faute d'orthographe pendant le brevet dans les maths, je vois pas pourquoi ça serait sanctionné. Je suis pas très forte en français, donc ça va vraiment compter dans mon brevet. Ça va être une galère. Pourquoi ? Parce que je suis nul en français. Et j'en parlais dans cette vidéo de la série des 7 péchés capitaux de l'école, où on a vu le problème à travers le filtre d'une mémoire dysfonctionnelle, mais justement, cette mémoire dysfonctionnelle vient d'un problème de formulation, parce que les jeunes n'arrivent pas à formuler leurs pensées. À travers ces 10 années, j'ai dû développer des armes, des outils pour pousser l'élève à formuler, parce que c'est pas du tout quelque chose qui est appris, quelque chose qu'il fait délibérément. Très souvent, on est face à des élèves qui ont une pensée qui n'a pas été entraînée à s'articuler. C'est pas parce qu'ils étaient moins intelligents, mais parce que l'école leur avait appris simplement à restituer, pas à construire. Et quand l'IA arrive et leur propose de formuler à leur place, ils acceptent. Parce que formuler, ça n'a jamais été leur terrain. Donc oui, le niveau baisse. Oui, l'orthographe se dégrade. Mais durcir les critères au bac, sans toucher à la méthode, c'est traiter la fièvre sans chercher l'infection. C'est s'adresser aux symptômes et pas à la source. Donc la vraie question que personne ne se pose, c'est celle-ci. Les étymologistes ont gagné le débat au XVIIe siècle. L'orthographe française porte les traces du latin et du grec dans chaque mot. On a fait ce choix, historiquement. Mais est-ce qu'on a assumé ce choix, pédagogiquement ? Est-ce qu'on a enseigné l'étymologie? Est-ce qu'on a expliqué aux élèves pourquoi le mot thèse s'écrit avec un H? D'où vient ce mot? Ce qu'il veut dire dans sa racine? Quels autres mots il éclaire par ricochet? Eh bien non. Tout ce qu'on a fait, c'est la dictée. Et si c'était précisément là que tout a déraillé? Et si la complexité de l'orthographe française aurait pu être une force qu'on n'a jamais utilisée? Alors, on a bel et bien raté quelque chose d'immense. Et c'est ce qu'on va explorer dans la prochaine vidéo. Abonne-toi pour la suite des événements.